Donc l'altruisme, pourquoi un plaidoyer pour l'altruisme? Il n'y a pas besoin d'un plaidoyer pour l'égoïsme, malheureusement, parce que l'idée de l'égoïsme universel flotte encore dans l'air du temps. Bon, en fait, à bien des points de vue, nous sommes dans la situation de cet homme qui est ici est assez brave et courageux, parce qu'il y a à peu près une centaine de mètres de chute d'eau au bord des chutes du Zambèze. On parle de tous les défis de la vie personnelle dans notre monde si trépidant. Tout le monde doit faire face au stress, à plein d'autres choses. Il y a bien sûr les défis économiques, la précarité, les inégalités qui, à part au Brésil, n'ont cessé d'augmenter depuis 10 ans dans les pays de l'OCDE. Il y a encore 1,5 milliard de personnes sous le seuil de la pauvreté. Il y a les problèmes de société, bien sûr, le quart-monde, la précarité au sein de la richesse. Et il y a bien sûr le défi ultime, qui est celui de l'avenir de notre planète, parce que ce n'est pas seulement notre planète. Imaginons que ce soir, nous décidions tous ensemble du sort des 7 milliards d'êtres humains sur Terre. Il est évident qu'on crierait sur les toits à une violation inacceptable des droits des êtres humains. C'est exactement ce que nous font avec des milliards et des milliards et des milliards et des milliards de générations à venir. Et ils nous diront, vous saviez et pourtant vous n'avez rien fait. Donc, altruisme, égoïsme, la question de l'environnement peut se résumer à une question d'altruisme versus égoïsme. C'est très clair. J'ai eu l'occasion de le dire 2 ou 3 fois, je suis marxiste de la tendance Groucho. Il a dit « Pourquoi me préoccuperais-je des générations à venir? Qu'est-ce qu'elles ont fait pour moi ?» Une boutade. Malheureusement, Stephen Forbes, le milliardaire américain, a dit exactement la même chose, mais très sérieusement, sur Fox News. Je l'ai entendu, j'ai réécouté le truc pour le noter exactement ces paroles. On parlait de la montée des océans, qu'il dénie comme beaucoup de ses amis, mais il disait en gros, je trouve absurde de changer mon mode de vie, notre mode de vie maintenant, pour quelque chose qui va se passer dans 100 ans. Donc l'absurdité, elle n'est pas dans son esprit, mais elle est dans ses paroles. Donc c'est un défi ultime. Et nous avons une très grande difficulté à avoir une certaine cohérence de pensée entre l'économie qui, bien sûr, va très vite, en gros quelques années au maximum, les cours de la bourse qui montent et qui descendent, l'économie est devenue un chaos fonctionnel qui vraiment échappe plus ou moins au contrôle des agents qui s'en servent. Personne n'émettrait des bons du Trésor qui viendraient à maturité dans 100 ans. C'est inconcevable. Et puis, il y a le moyen terme de la qualité de vie, l'espace d'une famille, d'une génération, d'une carrière, d'une vie. Et un pays qui serait le plus riche et le plus puissant, où tout le monde serait misérable, à quoi bon? Et bien sûr, le long terme, qui n'est plus aussi long qu'avant, de l'environnement. Et donc, on comprend que c'est difficile pour des économistes qui font leur compte à la fin de l'année de penser aux externalités, d'inclure dans le coût du litre de pétrole, d'essence, le coût environnemental, ce qu'il ferait quadrupler quasiment. C'est très difficile pour cela. Donc il y a une difficulté conceptuelle. Alors ceux qui s'occupent de l'environnement, ils sont catastrophés, ils sont déprimés comme on ne peut pas plus l'être, parce qu'ils savent très bien ce qui se passe, ils savent ce qu'il faudrait faire, c'est possible, mais ça implique une vision à long terme. Donc il y a cette déconnexion à partir du moment où on voit uniquement une vision étroite des choses, c'est-à-dire centrée sur ses intérêts personnels. La maximisation des intérêts personnels et des préférences personnelles, le fameux bientôt défunt, espérons-nous, Homo economicus, qui verra peut-être la nouvelle génération de l'Homo altericus, ne peut pas penser aux générations à venir. Donc c'est un défi. Il faut au moins imaginer un concept qui puisse relier de façon cohérente ces 3 échelles de temps, sans quoi on ne peut faire de modèles qui tiennent la route, qui sont acceptables, sur lesquels on puisse travailler. Donc la question n'est pas théorique. Imaginez que cet homme, en fait, marche au crépuscule avec un peu de brume. Il entend le bruit de la chute d'eau, mais il ne sait pas exactement où se trouve cette limite qui, évidemment, va faire une très grande différence au pas suivant.
Je ne sais plus si c'est Colus qui disait, il y a 5 ans nous étions au bord du précipice, maintenant nous avons fait un grand pas en avant. Et donc imaginez qu'il s'approche. Il y a une zone, disons celle-ci, où il ne se sent plus en sécurité. C'est-à-dire qu'il ne sait plus à quel moment va être ce point de bascule. Comment peut-on comparer ça à la situation de notre planète? La civilisation humaine telle que nous la connaissons, il y a seulement 12 000 ans, il y avait entre 1 et 5 millions d'êtres humains sur Terre, qui étaient principalement des chasseurs-cueilleurs qui se déplaçaient. Ils ne pouvaient pas emmener grand-chose parce qu'ils se déplaçaient tout le temps, donc ils avaient très peu de provisions. Et tout ça, c'était dû à des variations climatiques constantes et très importantes. Les gens cherchaient à survivre. Il y a un moment, quelques goulots d'étranglement où il restait probablement pas plus de 20 000 êtres humains. On a failli ne pas être ici. Mais ensuite est venue une période extrêmement stable qu'on appelle l'Holocène, où le climat a très peu changé, et ça a créé le début de l'agriculture. Et cette période pourrait encore se prolonger pendant 50 000, 60 000 ans. Mais tout n'est pas joué, parce qu'il y a un certain nombre de facteurs qui influent sur cette stabilité. Les scientifiques ont défini une dizaine de limites planétaires. Alors, les limites, c'est le bord de la chute du Zambèze, c'est l'espace au-delà duquel on n'est pas sûr de ce qui va se passer. Il peut y avoir des points de non-retour. Un certain nombre de paramètres ont été définis, la consommation d'eau douce, vous pouvez les lire vous-même, et donc cette zone est celle au sein de laquelle l'humanité peut continuer à prospérer. De la même façon. Beaucoup sont liés. Il peut y avoir un effet domino. L'acidification des océans est liée notamment aux émissions de CO2. Alors ça, c'était en 1900. Donc vous voyez, très peu de menaces. Tout va bien. 1950 vient ce qu'on appelle la grande accélération et on est passé dans l'Anthropocène, l'ère durant laquelle l'activité humaine a un impact majeur sur la planète. C'est un défi très nouveau. Jamais dans notre histoire, nous n'avons eu cette capacité. Auparavant, la planète avait une résilience telle qu'elle guérissait très vite les blessures que les activités humaines pouvaient lui infliger. Donc déjà là, on voit certaines choses, l'exploitation des sols, le flux d'azote qui naît des pesticides et des fertilisants, qui créent des zones mortes dans les océans, le changement climatique, et un certain nombre de facteurs comme la consommation d'eau douce qui ne cesse d'augmenter. Alors je vous demande de retenir un instant votre respiration et d'imaginer ce que va être 2010. Et nous y voilà. Donc vous voyez que nous avons traversé la zone de sécurité pour un certain nombre de facteurs. Pour ne prendre qu'un seul exemple en chiffres, au rythme actuel d'extinction des espèces, en 2050, 30% de toutes les espèces ont disparu sur Terre. Ce n'est pas tellement le tigre de Sibérie et le monstre de Tasmanie, c'est 30% de toutes les espèces, les insectes, les batraciens, etc. etc. Alors, ce n'est pas si on a une banque d'ADN dans des frigidaires, ça ne changera strictement rien. 30% des milliers et des milliers d'espèces, c'est quelque chose de totalement irréversible. Le flux d'azote crée des zones mortes dans les océans, le changement climatique, le rapport du GIEC vient d'être publié, on pourrait avoir 4,8 degrés. Ça fera 2 à 300 millions de réfugiés climatiques, entre autres. J'ai un ami qui a traversé 17 fois l'Atlantique à la voile. Quand il a commencé il y a une vingtaine d'années, il disait qu'il pêchait une fois tous les 2-3 jours, il mettait une ligne pendant 10 minutes. Il avait son repas pour 2-3 jours. La dernière fois, pendant 11 jours, il n'a pas attrapé un seul poisson. 90% des poissons ont disparu de l'océan. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement présent. Les glaciers, le troisième pôle, les glaciers du plateau tibétain et de tout l'Himalaya, près de 2000 glaciers fondent à grande vitesse. En Europe, c'est pareil. Vous voyez un glacier en Suisse en 1875 et aujourd'hui. Donc cette accélération, elle s'est accrue considérablement en 1950. C'est une croissance quasi exponentielle. Alors, c'est aussi bien la concentration d'azote, la population, l'utilisation d'eau douce, la perte des forêts tropicales, l'exploitation des pêches, les véhicules à moteur. Vous voyez, c'est un ensemble de facteurs qui, à
va de plus en plus vite depuis 1950. En gros, l'Anthropocène. Il y a, même sans attendre 50 ans, voici une carte intéressante. Elle a l'air un peu bizarre, n'est-ce pas? La surface des pays est indexée par rapport à leur production de CO2. Donc vous voyez, l'Amérique du Nord et l'Europe se gonflent comme un ballon de baudruche, l'Afrique disparaît quasiment de la carte. Ce n'est pas dans 50 ans, c'est aujourd'hui le nombre de morts dus aux extrêmes de climat, aux fluctuations extrêmes, aux 15 maladies dont le cycle est sensible à la température. Par exemple, si vous augmentez la température de 5 degrés, le cycle du parasite de la malaria pourrait réduire de 30 jours à 10 jours. Donc une accélération est considérable. Donc le nombre de morts aujourd'hui, déjà mesuré, dû au réchauffement climatique et au changement extrême de climat. Vous voyez que l'Amérique du Nord, elle, a disparu de la carte. L'Europe aussi, et l'Afrique et l'Inde se gonflent à leur tour comme des ballons de baudruche. Il faut savoir qu'un Américain produit 200 fois plus de CO2 qu'un Tanzanien, un Qatari 2500 fois plus qu'un Afghan. Donc ce sont là des situations qui sont graves. Alors, je vais vous donner un autre exemple qui est un cas d'école, qui touche tout le monde. C'est l'élevage industriel. Le méthane est 40 fois plus actif pour réchauffer les gaz d'effet de serre que le CO2. Il reste moins longtemps dans l'atmosphère, ce qui est déjà une bonne chose, parce que ça pourrait être une façon rapide aussi de remédier à cela. 10 ans au lieu de 100 ans comme le CO2, mais il est extrêmement actif pour la gaz d'effet de serre. Or, la production de méthane, due à l'élevage industriel, c'est quasiment ça et quelques aspects de l'agriculture, mais principalement l'élevage industriel, a considérablement augmenté. C'est le deuxième facteur de réchauffement global après les habitations et avant les transports, 18%. D'autre part, ce n'est pas seulement pour les générations à venir. Aujourd'hui, il faut 10 kg de protéines végétales pour faire 1 kg de viande. Et comme vous l'imaginez, ces protéines végétales viennent d'Afrique, d'Amérique du Sud. Il faut en effet 775 millions de tonnes de grains qui pourraient nourrir 1,4 milliard de personnes qui sont pauvres, sont destinées à la production de viande qui est principalement consommée dans les pays riches. Donc maintenant un problème éthique, un problème d'inégalité, en plus du problème du climat. Et bien sûr, si on veut voir ça uniquement du point de vue de l'être humain, une étude épidémiologique portant sur 100 000 personnes sur 20 ans a montré ces risques accrus pour les gens qui mangent quotidiennement de la viande, chez les hommes comme chez les femmes, de mortalité cardiovasculaire et de cancer. On oublie bien sûr les principaux intéressés, puisqu'il y a 1,5 milliard d'animaux qui sont tués chaque année en France seulement pour notre consommation, 150 milliards dans le monde d'animaux terrestres et 1,5 trillion, c'est-à-dire 1,5 million d'animaux marins et aquatiques. Donc là, c'est aussi évidemment les premières victimes. Donc vous voyez là, c'est quelque chose d'intéressant parce que c'est aussi un problème de richesse vis-à-vis des pays pauvres. Les États-Unis consomment en moyenne 130 kg de viande par an et par habitant. En Inde, c'est 4 kg. Donc il y a un problème éthique vis-à-vis des principales victimes qui deviennent des machines à faire de la viande, de la saucisse, de la santé humaine, de l'environnement, etc., etc. Donc on voit que les choses se tiennent et ce n'est pas pour rien que les recommandations du groupe qui étudie le changement climatique des États-Unis, le GIEC, aux Nations Unies, a recommandé de consommer moins de viande. Il ne s'agit pas de faire tout le monde de végétarien. Donc ça, c'est mon point de vue personnel. Les animaux sont mes amis, je ne mange pas mes amis, disait Georges Bernard Shaw. Alors, comment remédier à ça? Est-ce que vraiment, comme ces personnages ont l'air assez préoccupés, vous avez reconnu certains d'entre eux, M. Paulson, Georges Bernanke, etc. Est-ce que l'homme est un loup pour l'homme, comme disait Plaute? Beaucoup de gens l'ont pensé, Hobbes l'a pensé, bien d'autres encore. Bon, pas tout le monde, semble-t-il. Ça ne me semble pas que cette personne, Kangur Rinpoché, soit un loup pour les personnes qu'il a aidées toute sa vie, moi en particulier. Est-ce que, comme disait Georges Santayana, dans la nature humaine, les impulsions généreuses sont occasionnelles et réversibles, elles constituent d'aimables interludes ou ne sont que de plaisantes auto-illusions hypocrites, mais créent une tension
Creusez un peu sous la surface et vous trouverez un homme férocement, obstinément et profondément égoïste. Est-ce vrai? Est-ce la banalité du mal ou avons-nous la banalité du bien? Tout le monde sent. Notre cher ami Sigmund Freud me disait « Je ne me casse pas beaucoup la tête au sujet du bien et du mal, mais en moyenne, je n'ai découvert que fort peu de bien chez les hommes. D'après ce que j'en sais, ils ne sont pour la plupart que de la racaille. » Bon, pas forcément tout le monde. Et cette espèce de préjugé incroyable, qui est vraiment de la science de salon, qui n'a jamais été corroborée par la moindre étude scientifique, avait même envahi la psychologie, puisqu'en 1975, Donald Campbell, qui était président de l'Association américaine de psychologie, disait « La psychologie et la psychiatrie non seulement décrivent l'homme comme motivé par des désirs égoïstes, mais enseignent implicitement ou explicitement qu'il se doit de l'être. » Donc on va droit vers Ayn Rand, « L'altruisme est immoral », disait-elle. Alors, voici un homme qui a perdu ses 2 jambes à l'âge de 5 ans et qui maintenant, depuis 7 ans, s'occupe de ses 2 parents grabataires. En fait, c'est espèce de très curieux, cette idée de l'altruisme universel. Gratter à la surface d'un altruisme, c'est l'égoïsme qui va saigner, qu'on entend rabâcher à tout moment. Qu'est-ce que c'est que notre vie quotidienne? Des gestes de civilité, de bienveillance, d'entraide, de coopération. Regardez, quand on sortira ce soir, on ne va pas se dire « c'est génial, personne n'en est venu au point, il n'y a pas eu un meurtre ». On a quand même vu 2600 meurtres à la télévision chaque année, donc par jour ça fait une dizaine, on aurait dû en voir au moins 5 ce soir, si ça correspondait à la réalité. C'est très curieuse distorsion de la réalité. La coopération, ça c'est aux États-Unis, une communauté amish. Mais moi, j'ai vu ça des dizaines de fois au Bhoutan. Quand on construit une maison, tout le monde arrive. Et on sait que l'année prochaine, si le voisin veut construire une maison, on ira tous, bien sûr. C'est l'occasion de grandes fêtes, de réjouissances. Il y a une très grande joie. Mon ami Paul Ekman, qui travaillait chez les Papous avant de devenir un des grands spécialistes des émotions, disait « On voit la joie que les gens ont à coopérer, à travailler ensemble. » Souvent, des gens qui vivent comme des chasseurs-cueilleurs, disent en fait, ce qui est super bien quand on va se chercher des choses partout dans la brousse, c'est qu'on est ensemble toute la journée et on passe vraiment du bon temps à être ensemble. Ce n'est pas seulement réservé aux êtres humains. Donc cette coopération, elle est au cœur de l'évolution. Les travaux récents, par exemple ceux de Martin Nowak à Harvard, et même E.O. Wilson qui au début était en faveur des gènes égoïstes, est revenu de cela à plus de 80 ans, montre que la coopération a été beaucoup plus importante pour passer à des degrés à chaque fois supérieurs de complexité dans l'évolution que la compétition. Vous savez que l'idée de lutte pour la vie n'est pas de Darwin, elle est de Herbert Spencer, qu'on n'appelait pas pour rien le bulldog de Darwin. En fait, on peut lutter ensemble pour survivre comme 2 plantes qui luttent contre la sécheresse, mais pas forcément les uns contre les autres. Donc bien sûr, il y a des animaux qui s'entre-dévorent, etc. Mais si on observe l'ensemble des interactions dans le monde animal, au jour le jour, même ces animaux qui sont censés être extrêmement, soi-disant, violents, etc., la majorité des interactions, soit ils s'ignorent, soit ils collaborent, soit il y a une symbiose, soit c'est des animaux sociaux, etc. Il y a bien sûr ces actes qu'on voit toujours à la télévision, des prédateurs, etc. Ça existe, la compétition. Mais malgré tout, dans l'ensemble, l'interdépendance est beaucoup plus faite de coopération, de symbiose, etc. Chez les êtres humains, la qualité du lien social est essentielle. D'ailleurs, c'est une enquête qui a été faite récemment de l'OCDE sur le bien-être, qui va un peu plus loin que les questions habituelles, vous êtes très heureux, moyennement heureux, pas du tout, mais qui a fait beaucoup plus de facteurs subjectifs, a montré par exemple que le revenu n'est seulement en 10e position parmi les facteurs que les gens estimaient comme étant les plus déterminants pour la qualité de vie. Le premier était la qualité du lien social, l'amitié, les rapports humains, la qualité des rapports humains, et pas seulement chez les humains d'ailleurs. Vous voyez ces 2 centenaires japonaises, il y a un endroit au Japon, une île, où il y a le plus grand nombre de centenaires au monde. Et l'étude a montré que, en fait, les gens étaient ensemble de la naissance à la mort. Et ces grands-mères
allaient tous les jours à la sortie de l'école, qu'elles aient ou non des petits-enfants ou des arrière-petits-enfants à l'école, et tous les gamins sortaient, se précipitaient dans le bras de ses grands-mères, et ça se produisait 2 fois par jour. Et ces grands-mères rient ensemble, il y a les grands-pères aussi, bien sûr, ceux qui ont survécu. Elles rient ensemble, elles dansent, elles chantent, et elles disaient « on est ensemble de la naissance à la mort ». Et c'est sans doute pour ça, parce que les études ont montré, effectivement, que si vous aviez un vrai soutien social par rapport à cet isolement involontaire qui n'est pas désiré, meilleure santé mentale, plus grande longévité, meilleur système immunitaire, moins de maladies cardiaques, moins d'addictions, moins de démence sénile. Donc le lien entre êtres humains, un lien riche et positif, est essentiel. Il y a aussi les actes d'héroïsme. Alors, l'égoïsme universel, ce sont des gens qui se passent leur temps à essayer d'imaginer des scénarios égoïstes à tout acte en apparence altruiste. Alors, voilà un cas par exemple. Vous avez quelqu'un qui dit, si vous faites un acte de générosité anonyme, etc., et vous dites, j'étais tellement content de pouvoir aider cet enfant si loin, même si personne ne le sait. Ah, dire, mais oui, c'est pas altruiste, ça vous a fait du bien, n'est-ce pas? Vous dites que ça vous a fait du bien d'aider autrui, c'est pour ça que vous l'avez fait, n'est-ce pas? Alors imaginez que cette personne ou celui qui s'est jeté sur la rame du métro, devant la rame du métro qui arrivait à New York pour mettre à plat quelqu'un qui avait une crise d'épilepsie, qui était assis sur les rails, qui allait être décapité, pour le mettre à plat avec lui, il ne s'est pas dit « Ah, que je me sentirai bien quand tout ça sera fini ». Attendez, ce n'est pas fini, parce que des gens comme ça, ils disent après « Mais comment pouvais-je faire autrement? C'est évident, je n'ai même pas réfléchi. » Ah, vous n'avez pas réfléchi? C'est un automate, ce n'est pas de l'altruisme. On vous dit ça. Évidemment, vous n'avez pas réfléchi longtemps, mais simplement, la décision était évidente. Vous allez tendre la main à cette personne, vous n'avez pas besoin de réfléchir pendant une demi-heure. D'ailleurs, ce n'est pas seulement chez les êtres humains, d'ailleurs. Et puis, André et Magda Trogmé, qui ont sauvé des milliers de personnes juives pendant la guerre, tout le village s'était ligué envers le gouvernement de Vichy, envers la commandanture allemande qui les menaçait de toutes sortes de choses. Ils n'ont jamais fermé leurs portes à quelqu'un. Ils les ont tous passés en Suisse et ils ne pouvaient pas faire autrement. C'était au prix de très grands risques. Ici, un sauveteur grec qui retrouve les personnes qu'il avait dissimulées. Des milliers de personnes ont caché pendant longtemps, en risquant leur vie, celle de leur famille, pour des gens qui ne connaissaient pas, qui n'étaient pas de la même religion qu'eux, donc ils pouvaient strictement rien espérer, qui ne recherchaient aucun honneur, qui étaient souvent qui faisaient face à la désapprobation de leurs voisins, qui avaient peur qu'il se passe quelque chose qui allait les affecter également, envers et contre tous finalement. Et pourtant ils l'ont fait. Donc comme disait David Hume avant son temps, il est grand temps qu'il rejette, c'est-à-dire ceux qui prônent l'égoïsme universel, tout système éthique, aussi subtil et ingénieux soit-il, qui ne repose pas sur des faits de l'observation. C'est ce qu'ont fait depuis 1970 un certain nombre de psychologues, dont Daniel Batson. Je vous passe les détails, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais Daniel Batson est un grand psychologue américain qui s'est dit quand même, l'altruisme véritable, ça doit quand même exister. Bien sûr, nous sommes égoïstes, mais à côté de ça, l'égoïsme véritable doit exister. Donc il a mis au point un certain nombre de stratagèmes pour montrer qu'en dépit des hypothèses égoïstes, on pouvait à chaque fois imaginer un stratagème qui puisse mettre en valeur que certaines personnes continuaient à se comporter comme des altruistes. Je vous donne juste un exemple parce qu'il a fait 31 expériences différentes. On vous dit souvent, et c'est vrai dans certains cas, quelqu'un voit quelqu'un qui souffre terriblement, il ne supporte pas de voir cette personne souffrir, une détresse empathique. Et alors, on s'aperçoit qu'il aide cette personne non pas pour remédier à sa souffrance, mais simplement pour soulager sa détresse empathique, parce qu'elle ne supporte pas de voir ça. Alors bien sûr, s'il y a un échappatoire facile, loin des yeux, loin du cœur, cette personne choisira cet échappatoire, fermer la télé, s'en aller. Mais si vous êtes obligé de rester en face, vous allez aider pour soulager votre détresse altruiste. Donc on a donné cette hypothèse. Il a mis au point un système où on pouvait prendre la place de quelqu'un avec une échappatoire possible ou pas d'échappatoire. Il a vu mesurer le taux d'empathie des sujets qu'il a fait passer les uns après les autres. Et il s'est aperçu que dans le cas d'une échappatoire, eh bien, les personnes effectivement qui avaient peu d'empathie, eh bien, s'en allaient, je reviens en arrière,
ici, quand il n'y avait pas d'échappatoire, eh bien, elles aidaient ou prenaient la place de quelqu'un, un sujet au laboratoire qui recevait des petites décharges électriques, parce que c'était la meilleure manière de soulager leur détresse empathique. Par contre, s'il y avait une échappatoire, eh bien, ceux qui avaient peu d'empathie s'en allaient, tandis que les vrais altruistes restaient. Donc tout ça pour vous dire qu'on lui a fait plein de critiques. Ah oui, mais ça pourrait être à cause de ça, parce qu'ils ne se sentent pas bien, ils ont extrêmement de culpabilité à long terme. Donc il a imaginé une trentaine de scénarios, de dispositifs pour à chaque fois éliminer une par une l'hypothèse qu'il y avait tout le monde se comportait de manière égoïste. Il en est venu à conclure que maintenant, la charge de la preuve repose sur ceux qui veulent prouver l'égoïsme universel. Ça ne tient pas la route. C'est une bonne nouvelle parce que si ce n'était pas le cas, à quoi bon promouvoir l'altruisme dans l'éducation? Si tous les enfants sont des petites brutes égoïstes, il n'y a rien à faire, ça serait comme de nettoyer un morceau de charbon pour le faire briller comme de l'or. Et donc, le fait que ce potentiel existe permet de penser à le cultiver. Bon, je ne vais pas relire cette citation, mais en gros, la bonté humaine existe et c'est une bonne chose. L'évolution nous l'a donné sous la forme de l'amour parental, l'amour maternel, qui est très fort, mais qui reste évidemment limité à ceux dont nous prenons soin, des enfants vulnérables, aussi des personnes âgées vulnérables dont nous avons la responsabilité. Mais souvent, l'évolution nous donne quelque chose dont nous pouvons faire plus. Et par un effort de réflexion, en se disant, finalement, moi, je ne souhaite pas souffrir, les autres êtres autour de moi non plus. Et j'accorde de la valeur au fait que je ne veux pas souffrir, pourquoi pas aux autres? Et donc, étendre par la réflexion, par l'entraînement mental, le fait d'accorder de la valeur à autrui, d'accorder de la considération, et donc d'étendre le cercle de notre altruisme est une des qualités précisément de l'être humain. Pas seulement de l'être humain, mais cette tigresse dans un zoo de Calcutta qui a élevé des porcelets orphelins, ça ne se passait pas trop mal. Ou cette panthère avec une souris bien téméraire qui veut lui faucher son beefsteak, va-t-elle être le prochain petit déjeuner? Pas du tout. L'instinct maternel reprend le dessus. Alors il y a des obstacles à tout ça. Il y a l'individualisme exacerbé, il y a un bon aspect de l'individualisme qui amené au respect des droits de l'homme, que l'individu ne peut pas être un instrument aux mains de la collectivité, comme l'ont voulu les pays totalitaires, mais il y a aussi cet individualisme du moi, du matin au soir, qui mène au narcissisme. Et il est vrai qu'aux États-Unis, comme l'a montré la psychologue Jean Twenge, depuis entre 1980 et 2005, vous voyez, le taux de narcissisme a considérablement augmenté. C'est un danger qui nous guette, moins encore en Europe pour l'instant, mais ça peut venir. Donc il y a ce sentiment, on parle beaucoup d'empathie, d'altruisme, de sollicitude. Il faut distinguer ces notions, sinon on mélange un peu tout. L'empathie, c'est ce qu'on ressent devant cette femme, ici un de nos projets au Tibet, tuberculose osseuse, grabataire, une fillette de 13 ans, le mari était mort, une vieille grand-mère, c'est tout. L'empathie, c'est une résonance affective. Si quelqu'un rentre avec plein de joie, vous vous sentez joyeux. Si vous voyez une personne qui souffre, vous souffrez de sa souffrance. Et dans le cerveau, on voit effectivement que les réseaux des aires cérébrales liées à la souffrance sont activés, vous souffrez pour de bon. Alors imaginez que cette personne, elle a survécu maintenant, nous avons pris soin d'elle, mais sinon elle serait sans doute morte dans les mois qui venaient. Mais imaginez que vous vous occupez toute la journée, jour après jour, mois après mois, de personnes qui souffrent et que vous raisonnez empathiquement avec elles. C'est trop demandé de souffrir encore et encore et encore. Donc ça conduit à quoi? 60% de tout le personnel soignant ont souffert ou vont souffrir dans leur vie du burn-out, l'épuisement émotionnel. Maintenant, on vous dit, voilà, il faut vous distancer de vos patients, une sorte de barrière émotionnelle entre eux et vous, parce que sinon, il faut vous protéger. Peut-être, est-ce mieux que de tomber dans le burn-out? Mais nous avons tous connu des infirmières, des médecins qui ont une capacité de chaleur humaine tout à fait exceptionnelle et qui ne souffrent pas de ce burn-out. Est-ce que ce n'est pas là la solution? Un peu intrigué par toutes ces notions, est-ce que l'empathie, l'altruisme, la compassion, la bienveillance, un travail que j'ai participé avec Tania Singer, qui est une grande neuroscientifique, qui maintenant est directrice du Max Planck de Leipzig,
et qui est la spécialiste mondiale de l'empathie, peut-on dire. Et elle m'a demandé de passer dans un IRM et d'engendrer de l'empathie. Donc j'ai passé 22 heures en 3 jours dans un IRM, parce qu'on a fait toute une série d'expériences, et la première fois, ou la première heure, elle m'a dit « mais qu'est-ce que tu fais ?» Parce qu'on a un petit retour de micro. Elle m'a dit « qu'est-ce que tu fabriques ?» Ce n'est pas du tout ce qu'on mesure normalement quand les gens ont une réaction empathique par rapport à quelqu'un qui souffre. Et je visualisais un documentaire de la BBC, j'avais vu la veille au soir, des enfants roumains, incroyablement fragiles dans une maison pour enfants inadaptés. Ils étaient tellement faibles que des fois en marchant, leurs jambes se brisaient tellement ils étaient fragiles et frêles. Et elle m'a dit, mais c'est pas la même chose, ça n'a rien à voir, qu'est-ce que tu fais? Je dis, je médite sur l'amour altruiste. Elle m'a dit, sors de l'IRM, on va discuter de tout ça. Ce n'était pas les mêmes aires du cerveau du tout. Donc j'ai expliqué, on a parlé, elle m'a dit, écoute, est-ce que tu peux faire rien que de l'empathie, s'il te plaît? Essaie de souffrir avec les autres et fais que ça. Je dis, bon, on va essayer. T'occupe pas de ton amour altruiste. S'il arrive, tu le laisses de côté. Donc c'est pas évident. Une fois, quand j'ai expliqué ça au Dalai Lama, il m'a dit, mais c'est pas possible. On ne peut pas s'empêcher d'avoir de l'amour altruiste. Donc l'idée, c'était quoi? C'était quand on sentait un peu d'amour altruiste, de dire, voilà, je me concentre sur la souffrance, uniquement sur la souffrance, et encore sur la souffrance. Eh bien, au bout d'1 heure et demie, j'avais un burn-out total. Et je n'ai jamais ressenti cette telle détresse empathique. Je ne sais pas comment gérer ces images, comment les aborder, une sorte d'impuissance, de gêne, de difficulté. Et donc, c'était arrivé vers 11h30 du matin, et Tania m'a dit, est-ce que tu veux qu'on passe à l'amour altruiste après le déjeuner ou maintenant? Je dis, écoute, là, j'en peux plus, c'est maintenant ou jamais. Donc, j'ai repassé 1 heure de plus dans l'IRM, et au moment où enfin je pouvais essayer de méditer sur l'amour altruiste, c'était comme un barrage qui se brisait, comme des flots d'amour et de bienveillance vis-à-vis de ces enfants qui souffraient, que je visualisais le plus clairement possible. J'avais cette image qui m'est venue à l'esprit, que chaque atome de leur souffrance était imprégné d'un atome d'amour, de bienveillance. Et là, c'était complètement différent. Le sentiment d'impuissance, c'était comme on prendrait un enfant dans ses bras et qu'on essaierait de donner tout l'amour possible, quelque chose de constructif. On ne voit pas la souffrance comme quelque chose de positif, mais on apporte quelque chose de positif à cette souffrance, cette affection et cet amour. Et si vous jugez à une mère qui est incroyablement préoccupée par son enfant, mais qui souffre de détresse empathique et qui fait les 100 pas dans le couloir parce qu'elle ne supporte pas de voir son enfant souffrir, ne vaut-il mieux pas qu'avec tout aussi concernée par son enfant, qu'elle soit auprès de lui, qu'elle le prenne dans ses bras, qu'elle le tienne la main? Bien sûr que c'est beaucoup mieux pour l'enfant et pour tout le monde. D'où l'idée que l'amour altruiste était le remède à la détresse empathique. Donc nous avons exploré la question et effectivement, on s'aperçoit que cet amour empathique est l'antidote à cet amour altruiste est l'antidote à la détresse empathique. Maintenant, Tania a obtenu un crédit de la Commission européenne pour mener une étude avec 400 sujets volontaires pendant 1 an, 200 qui vont passer par ces différentes étapes, empathie cognitive, empathie affective, amour altruiste, compassion, etc. Et 200 sujets pour faire un groupe témoin qui fera d'autres types d'entraînement. Et déjà on sait, avant d'avoir fini l'ensemble de l'étude, que déjà au bout de 10 jours on voit ces différences. Et donc c'est là quelque chose, vous voyez, qui naît de cette collaboration entre les scientifiques et les contemplatifs, et qui peut avoir un bienfait immense dans le monde hospitalier. Donc vous avez cela. Il y a aussi donc, cet amour altruiste qu'ont pratiqué les méditants. Peut-on le cultiver sur le plan individuel? Mais il y a un vrai défi. D'abord, il faut que les individus changent, et après que la société change. Et ce n'est pas évident. Le point d'inflexion ou l'articulation entre les changements individuels et les changements sociétals, c'est quelque chose de difficile. On m'a souvent dit, c'est très joli de méditer, ça ne changera pas la société, ça ne changera pas les institutions. Mais déjà, est-ce que l'individu peut changer? La réponse maintenant est oui. C'est que si l'on observe des méditants qui ont fait ça pendant longtemps, soit par des électroencéphalogrammes qui mesurent des changements très rapides dans le cerveau, soit en IRM, qui a 4 qualités, comme disait Mingyur Rinpoche, c'est que c'est froid, c'est noir, c'est bruyant et c'est étroit. Ce n'est pas idéal pour méditer, malheureusement ce n'est pas comme ça, il faut être allongé, on ne peut pas bouger d'1 millimètre pendant plusieurs heures.
C'était la première fois que j'étais chez Richard Davidson à Madison, 2h30 d'IRM, donc tout le monde est très réconforté que le méditant ait survécu. Les résultats sont remarquables chez les méditants à long terme. Ici, vous avez une méditation sur l'amour altruiste précisément, chez des novices qu'on en fait une semaine. Au repos, il ne se passe rien. En méditation, il ne se passe rien. Les méditants au repos, ils sont au repos. En méditation sur l'amour altruiste, vous avez une augmentation considérable d'activation de certaines zones du cerveau liées justement à l'amour maternel, à l'affiliation, à l'empathie et aux émotions positives dans les fréquences gamma du cerveau. En imagerie cérébrale, les méditants au repos, ils se reposent. En méditation sur l'amour altruiste, il y a certaines zones justement que je viens de décrire qui sont extrêmement activées. Chez les novices, rien au repos, rien en méditation, c'est normal, ils ne sont pas entraînés. Alors, ça, c'est des gens qui ont fait entre 10 000 et 50 000 heures de pratique. Qu'est-ce qui se passe si vous en faites pendant 8 semaines, 20 minutes par jour? C'est ça qui intéresse la société. Eh bien, déjà, en 8 semaines, ça s'est fait avec la méditation réduction du stress par la pleine conscience, vous avez déjà en 8 semaines un changement structurel de densité dans une zone du cerveau qu'on appelle l'hippocampe, qui est précisément celle qui assimile la nouveauté. On peut faire jusqu'à 10 000 nouveaux neurones par jour à la suite d'un entraînement. C'est vrai quand on apprend à jongler, c'est vrai des chauffeurs de taxi londoniens qui doivent apprendre 14 000 rues par cœur avant l'invention du GPS, et c'est vrai de méditants qui font 8 semaines, 20 minutes par jour de méditation par rapport aux non-méditants. Donc ça, c'est des gens qui n'avaient jamais fait ça avant, qui ont fait 20 minutes par jour pendant 8 semaines. 2 semaines seulement, 20 minutes par jour de méditation sur la compassion. Alors la compassion, par rapport à l'altruisme, ce n'est pas la pitié, bien sûr, c'est la forme que prend la bienveillance lorsqu'elle est confrontée à la souffrance. Ce n'est pas seulement souhaiter le bonheur des autres, c'est souhaiter que leur souffrance et leur cause de ces souffrances soient dissipées. Donc en anglais, c'est un peu l'équivalent de l'amour altruiste aussi. Eh bien, on va estimer au bout de 2 semaines, non pas seulement ce qu'ils ressentent, mais leurs comportements prosociaux qu'on va mettre à l'épreuve, et on voit qu'il est considérablement augmenté par rapport à une autre technique psychologique qui s'appelle la remise en perspective, qui normalement est assez efficace, mais pas du tout autant que cela. Et en 2 semaines déjà, on voit une diminution de densité dans une zone du cerveau qui s'appelle l'amygdale, qui a à voir avec la peur, la colère et l'agressivité. En 2 semaines. Des enfants, 4 ou 5 ans, une école maternelle à Madison, une école particulièrement difficile dans les quartiers pauvres, 8 semaines d'intervention, 20 minutes, 3 fois par semaine. D'abord, 4 semaines sur la pleine conscience, justement la respiration, donc ils observent ce caillou qui monte et qui descend, ou un ours en peluche, conscient de la respiration, conscient de leurs émotions, et 4 ou 5 semaines sur la gratitude, planter les graines de l'amitié. On leur dit voilà, il faut prendre soin de ces graines, à mesure qu'elles poussent pendant ces quelques semaines, tout comme il faut prendre aussi soin de l'amitié. Quand elle a poussé, il la donne à un autre enfant, ils reçoivent celle qu'il a fait pousser lui. La gratitude, quand un enfant est triste, on demande d'imaginer pourquoi il est triste, etc., etc., etc. Très très simple, des enfants de 4 ou 5 ans. Et après, on mesure, on demande aux parents, aux éducateurs d'évaluer leurs comportements prosociaux. L'entraide, à quel point ils se sont ou non disputés, les conflits, et on voit qu'il y a une grosse différence entre ce groupe et le groupe où aucune intervention n'est mise en œuvre. Et puis vient le test ultime, celui qui ne pardonne pas, c'est le test des autocollants. Alors, avant l'intervention, on demande aux enfants de voir quel est leur meilleur ami dans la classe, leur moins bonne amie. On met une photo d'un enfant inconnu sur une 3e enveloppe et une photo d'un enfant malade. Et on leur dit, voilà, des stickers, tu les donnes à qui tu veux, tu les mets dans n'importe quelle enveloppe. Comme vous pouvez l'imaginer, avant l'intervention, ils donnent quasiment tout à leur meilleur ami. Après l'intervention, on s'est dit, bon, peut-être il y aura une petite différence. Eh bien, la différence est énorme, puisqu'il n'y a plus aucune différence entre celle qui était leur meilleure amie et celle qui était leur moins bonne amie. Donc, on a brisé ces discriminations qui sont si fortes entre endogroupes et exogroupes. C'est les joueurs de foot, c'est les races, c'est les religions, c'est les nations. C'est une discrimination très forte. Mon groupe, les autres.
eh bien ces enfants ne faisaient plus, au bout de 10 semaines, ces discriminations. Une intervention extrêmement simple, peu coûteuse. Et donc la ville de Louisville, dans le Kentucky, a proposé à Richard Davidson 100 000 enfants pour mener une étude à plus grande échelle. Et l'idée, le Mind and Life Institute souhaiterait ce type d'intervention, plus d'autres encore, essayer d'amener ça au niveau des Nations Unies afin que ça puisse bénéficier partout des enfants dans le monde. Vous voyez, il y a beaucoup de choses. Alors, dans le monde de l'économie, bien sûr, on va dire que ça c'est pareil, mais l'économie, c'est autre chose. En fait, est-ce que c'est vraiment vrai? Ernst Fehr est un grand économiste qui, sans doute, aura bientôt le prix Nobel, peut-être cette année, qui sait, qui s'est dit, mais en fait, est-ce que vraiment c'est vrai cette histoire, que les gens veulent absolument et uniquement maximiser leurs intérêts personnels? Est-ce que par hasard, ils ne seraient pas prêts à se faire confiance? Donc il a fait venir des gens dans son laboratoire, il a fait un jeu économique dans lequel vous recevez par exemple 20 €, et si vous les mettez ensemble dans un projet commun, l'expérimentateur double la mise, 40 €. Mais pour ça, il faut faire confiance aux autres, et vous ne savez pas ce qu'ils vont faire. Donc la prédiction de l'Homo economicus, c'est je prends ma mise, et ça suffit, au moins j'ai toujours ça de gagner, je n'ai pas envie de faire confiance aux autres. Donc c'est la politique de tirer la couverture à soi. Et puis il y a ceux qui... Alors qu'est-ce qui se passe dans la réalité? Eh bien en fait, au début, quasiment 60 et même 70% des gens sont prêts à se faire confiance. Ils sont prêts à jouer le jeu, à penser que l'autre va se comporter de façon décente, avec équité, et que donc, tout le monde en bénéficiera. Mais il y a bien sûr les quelques 30% de free riders, les profiteurs. Et ça, vous remarquerez que ça s'appelle la dérégulation. Et alors, au bout de 10 séances de jeu, la coopération tombe quasiment à zéro. Pourquoi? Les gens qui sont prêts à coopérer en ont marre, parce que les profiteurs mènent la danse. Ça, c'est enlever toutes les régulations dans l'économie, et c'est ceux-là qui tiennent le haut du pavé, qui mènent la danse, qui règlent l'ensemble. Parce que ceux-ci n'ont plus un espace de sécurité pour pouvoir coopérer comme ils seraient prêts à le faire. Qu'est-ce qu'on peut faire à ça? Il y a plusieurs possibilités. Donner des récompenses à ceux qui coopèrent, punir, une sanction qu'on dit altruiste à ceux qui ne coopèrent pas. Qu'est-ce que c'est qu'une sanction altruiste? Un concept un petit peu compliqué, pas très, il peut y avoir un petit peu de vengeance là-dedans. Imaginez que vous ayez un truc comme eBay, mais qui ne soit pas aussi sécurisé qu'eBay. Vous achetez un truc à 50 € à Tahiti, et la personne ne vous envoie pas votre objet, votre toaster ou votre bouilloire. Vous n'allez pas aller à Tahiti faire un procès, n'est-ce pas? Par contre, vous pouvez mettre de votre poche 10 € pour qu'il y ait une amende de 50 €. Ça vous coûte de l'argent, mais vous dites, bon, c'est pas normal, la société ne peut pas fonctionner comme ça. Vous mettez en place cette sanction altruiste et la coopération monte à 100%. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous n'avez pas rendu altruistes les égoïstes, vous avez fait en sorte qu'ils trouvent leur intérêt à se comporter comme s'ils étaient altruistes. Et que les autres, qui sont prêts à coopérer, eux, ça marche très bien. Et d'ailleurs, ce qui est curieux, c'est que si au bout de 10 séances, vous proposez, même aux égoïstes, ceux que vous avez repérés, d'enlever le système, ils disent « Ah non, ça marche très bien, tout le monde est content ». Et Martin Nowak à Harvard a montré qu'encore mieux que cette sanction altruiste, c'était une sorte de récompense. La récompense, ce n'est pas seulement des récompenses matérielles, c'est aussi de valoriser les gens qui coopèrent. Par exemple, de donner des bonus collectifs à un groupe, une équipe, plutôt que de donner des bonus individuels qui favorisent la compétition. Donc, en fin de compte, il est possible de créer un climat, un système de régulation qui ne vise pas à brider la créativité de l'entreprise, mais à permettre à ceux qui sont prêts, et c'est la majorité de coopérer, de fonctionner en paix. Vous voyez le nombre de maltraitances des enfants entre 1990 seulement et 2010, en 30 ans. Bon, ça fait 20 ans. Vous voyez à quel point elle a diminué aux États-Unis, moins 56%. Les abus sexuels vis-à-vis des enfants, moins 62%. Donc les mauvaises nouvelles existent. La violence domestique reste la plus grande cause de violence au monde, mais elle a diminué. La torture existe encore, bien sûr, mais vous voyez à quel point elle a diminué dans le monde. Le nombre de victimes moyens par conflit, vous prenez tous les conflits au monde, il y a 2 grandes banques de données qui étudient. Dès qu'il y a 50 morts, guerre civile, conflit entre ethnies, guerre entre États, c'était à 50-60 000 après la Deuxième Guerre mondiale en 1950, c'est tombé à près de 1000 aujourd'hui. Et bien sûr, il y a la Syrie, bien sûr, il y a le Soudan, bien sûr, il y a la guerre entre l'Irak et l'Iran, et on voit ça toujours aux premières loges, mais globalement, ça n'a cessé de diminuer. Et tous les facteurs de la violence physique n'ont cessé de diminuer. Donc, c'est quand même des bonnes nouvelles.
C'est dû à plusieurs facteurs, la démocratie, les échanges, vaut mieux que si vous changez avec quelqu'un, vaut mieux qu'ils soient en vie que mort, le statut de la femme est directement proportionnel à la diminution de la violence, l'isolation. Il y a très peu de chances aujourd'hui que la Belgique entre en guerre avec l'Italie. Le pire, c'est un pays qui est isolé, qui n'est pas démocratique, ou dysfonctionnel, où le statut de la femme est très bas et qui n'échange pas avec les autres. Alors là, c'est le maximum de risque de conflit. Donc il y a toutes ces possibilités. Il y a des solutions. Dans l'éducation, c'est l'apprentissage coopératif. Au lieu de mettre les enfants en compétition, on fait des groupes de 7 à 8, ou 5 ou 6 parfois. On met des bons élèves avec des moins bons élèves. Et ils apprennent la leçon, des petits bouts de la leçon chacun de leur côté, puis après ils se rassemblent et mettent leurs connaissances ensemble. Cela donne des meilleurs résultats scolaires et ça donne une bien meilleure atmosphère dans la classe, meilleur rapport avec les professeurs. Il y a quand même quelques centaines d'écoles dans le monde qui font ça, incontestablement. La Finlande, par exemple, est toujours chaque année celle qui donne les meilleurs résultats en Europe sur l'éducation. Ce n'est pas pour rien, c'est une éducation coopérative. Au sein des entreprises, entre entreprises, une coopération saine et bonne pour le bien des consommateurs, mais au sein d'une entreprise, le pire, c'est cette compétition délétère. Enron, les gens devaient noter tout le monde de 1 à 5 tous les mois, tous leurs collaborateurs. Vous vous rendez compte? Et au bout de quelques mois, si vous aviez 1 à 1 plusieurs fois, vous étiez expulsé. Il n'y a rien de pire pour l'esprit d'équipe, évidemment. Coopération inconditionnelle au sein de l'entreprise. Vous avez intérêt à ce que l'information circule le mieux possible. Encore une fois, donner des récompenses aux équipes, pas aux individus, de sorte qu'ils essaient constamment de se mettre en avant. Donc une économie plus coopérative. Vous voyez l'essor du microcrédit, du crowdfunding. Il y a 1 million d'ONG dans le monde. Le commerce équitable, le commerce éthique, le commerce, les investissements liés qui sont verts vis-à-vis de l'environnement. Tout ça se produit de plus en plus. Il y a des entreprises de crowdfunding qui maintenant reçoivent un don toutes les 20 secondes ou un prêt toutes les 20 secondes. En quelques années, ça a pris un essor considérable. Ça reste encore minoritaire dans le monde économique, mais on arrive à cela. Il y a certains grands économistes qui osent le dire. Mon ami Denis Snauer, à l'ouverture justement du Global Economic Symposium, le GES, l'a dit devant George Soros et bien d'autres encore, la voie de la raison a longtemps dominé dans l'économie, mais la voie de la raison, c'est-à-dire la maximisation de nos intérêts immédiats, ne peut gérer les biens communs, la qualité de l'air, la qualité des océans, la démocratie. Il faut pour ça la voie du care. Ce n'est pas simplement une simple formule, c'est une nécessité, parce qu'on ne peut pas simplement se contenter de la voie de la raison. Donc dans toutes sortes de domaines, on voit cela apparaître. Et si vous pensez à cette notion de croissance illimitée, elle est impossible, il faudrait 3 ou 5 planètes, beaucoup plus qu'une en 2050. La décroissance nuirait aux populations les plus démunies, le chômage, etc. Donc vers quoi faut-il aller? N'est-ce pas une croissance qualitative? Herman Daly à Harvard disait qu'il n'y a que deux types de personnes qui pensent qu'une croissance illimitée est possible. C'est les fous, les économistes, enfin pas tous du moins, mais la plupart. Il faut plutôt viser une harmonie durable. Qu'est-ce que c'est qu'une harmonie durable? Parce que déjà, le développement durable, c'est encore suspect. Harmonie durable, qu'est-ce que c'est? On augmente qualitativement. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est d'abord sortir de la pauvreté les quelques 1,5 milliard de personnes qui vivent avec moins d'1,25$ par mois. 2 millions qui vivent avec moins de $2 par mois. Il faut arrêter cette consommation absurde au sommet qui crée, vous avez vu ces cartes avec le nombre de morts par rapport à ceux qui émettent, la cause et ceux qui, malheureusement, pâtissent de cette consommation excessive. Donc un équilibre, une harmonie, un équilibre durable. C'est très possible. Pour cela, il faut sortir de cette folie de ne mesurer que la prospérité d'une nation par le PIB. Il faut un index de richesse sociale, il faut un index de richesse environnementale. C'est ce qu'a essayé de faire le Bhoutan. Il y a d'autres pays qui suivent ce modèle. C'est quand même une résolution qui a été adoptée aux Nations Unies, d'adopter ces 3 index à la proposition du Bhoutan. Il y a maintenant une commission pour essayer de mettre ça en application. Il est possible qu'à Bali, la promotion de ces 3 index du bien-être et du bonheur national brut soit considérée comme le 11e but du millénium. Ça veut dire quoi, ça?
Comment font-ils leur compte au Bhoutan maintenant? Qu'est-ce que c'est que la richesse sociale? Prenez la vente du tabac. Vous vendez du tabac, le PIB augmente. Vous envoyez les gens dans les hôpitaux parce qu'ils ont une cancer du poumon, le PIB augmente. Après, c'est les pompes funèbres, le PIB augmente. Le PIB, il augmente toujours. Mais le Bhoutan va compter ça comme une diminution de richesse sociale, un moins dans l'économie à la fin de l'année. Qu'est-ce que c'est que la richesse environnementale? Le Premier ministre du Bhoutan disait un jour, si on coupait toutes nos forêts, le PIB monterait au plafond et on se retrouvait dans un pays dévasté. Donc il compte chaque année la richesse des forêts sur pied, et c'est 10 fois le PIB. Donc c'est la richesse environnementale. Donc vous voyez, si on voit les choses de cette manière-là, comme personne n'aime l'échec, et que si on voit un index qui diminue, ben, tout le monde panique, mais si on voyait deux index, la qualité de vie et la qualité de l'environnement qui croissent ou ne sont pas dégradés, et bien on se sent beaucoup plus à l'aise pour poursuivre cette espèce d'harmonie durable. Il y a toutes sortes de concepts qui permettent de réduire les inégalités, d'avoir davantage d'équité dans le monde, etc., etc. Donc, cette possibilité existe, et de ce fait, la considération d'autrui, l'altruisme, n'est plus une sorte de noble idéal, d'expression de bons sentiments, un luxe qu'on peut se permettre quand tout va bien. C'est une nécessité, il faut oser le dire, oui, l'altruisme existe, oui, on peut l'enseigner dans nos écoles, oui, les enfants ont ce potentiel de coopération et d'altruisme, oui, il faut viser une économie positive, oui, la coopération est plus fertile et plus fructueuse. Ce n'est pas les bouddhistes, c'est Bertrand Russell qui disait « La coopération est le seul espoir de l'humanité, c'est un fait, donc c'est à nous de jouer, c'est entre nos mains. » Et donc, vous faites partie de ceux en les mains de qui notre avenir est présent. Et n'oubliez pas, ceux qui vous diront « Vous le saviez et vous n'avez rien fait ». Alors, juste pour terminer, la compassion en action, c'est aussi dans nos projets humanitaires dont vous parliez. C'est donc 130 projets au Tibet, au Népal et en Inde. C'est une clinique au Népal, un centre de soins palliatifs, un centre de santé en Inde où nous intervenons dans 19 villages, une clinique mobile. Nous traitons maintenant 100 000 patients par an. Des motivateurs dans ces villages, nous travaillons avec Bunker Roy, le collège des va-nu-pieds, pour entraîner des grands-mères illettrés à devenir ingénieurs solaires, c'est pas mal. Les écoles en bambou, ici on en a construit 9, il y en a 19 qui existent, 9 ont été construites par Karuna. En 3 mois, pour un peu plus de 100 000 euros, vous construisez une école pour 2000 enfants, dont 60% de filles. Ici c'est le premier collège en bambou, avec un laboratoire de sciences, etc. Dans le bambou ça dure au moins 20 ans. Au Tibet, une vingtaine de cliniques, de dispensaires. Vous voyez, dans des pays nomades où il n'y avait strictement rien, il fallait faire plusieurs heures de voiture pour trouver un autre dispensaire. Des ponts, voilà, il y a la route ici et la rivière là. On ne sait pas trop où ça commence, où ça finit. Et c'est notre voiture ici. Le conducteur est assis de ses mantras à toute vitesse. Donc nous avons construit 18 ponts, dont un sur le Yangtze. Il n'y avait pas de pont sur 100 km sur ce segment du Yangtze qui vient du Tibet, comme tous les grands fleuves d'Asie. Endroit pour les personnes âgées. Voilà un médecin tibétain qui n'est ni ophtalmologiste ni dentiste. Des écoles, comme cette école pour 800 enfants qui dessert 26 villages dans l'Amdo, la province au Qinghai. Donc un certain nombre d'écoles un peu partout. Essayer de faire repartir l'artisanat traditionnel. On est intervenu dans les zones de tremblement de terre comme à Yushu, tremblement de terre en 2010. Pendant 2 hivers consécutifs, nous avons aidé 3000 personnes âgées, des veuves avec des enfants, à passer l'hiver. On a apporté 6 camions de vivres, de tentes et de provisions. Et cette année, nous allons construire une école antisismique à 4000 mètres d'altitude. Donc voilà, dans des pays évidemment qui sont très loin, comme vous voyez, il n'y a pas beaucoup de poteaux télégraphiques, électriques, etc. Des pays magnifiques, bien sûr. Et nous sommes ici sur une route, dans un col à 5000 mètres d'altitude en voiture, 200 mètres au-dessus du Mont Blanc. Et on voit aussi la beauté de la nature, parce que ce n'est pas seulement la beauté humaine, la beauté de cette nature qui est tant en péril. Nous avons un projet de préservation de l'héritage spirituel, un site internet. Cette petite fille que j'ai photographiée dans une cuisine en 2005, et qui est devenue notre Karuna Girl, qui est un peu le symbole de notre association. Cette année, je l'ai recherchée, je l'ai retrouvée.
Et voilà, voilà. Et elle s'appelle Bel Océan de turquoise. Et donc, voilà, elle n'a pas très bien compris pourquoi je la photographiais. Je lui ai dit, ta photo a été vue dans des milliers de personnes, ça ne voulait strictement rien dire pour elle. Et vous voyez, notre petite Karuna Girl est toujours en bonne santé et elle étudie dans une de nos écoles. Donc voilà, aussi, c'est la compassion en action. Maintenant, c'est quelques 2 millions de dollars par an qu'il faut trouver. Toujours 4-5% de frais de, comment on appelle ça, des frais de fonctionnement qui sont pris en charge par un bienfaiteur, ce qui fait que 100% des dons vont directement sur les projets. On m'a dit, Mathieu, tu ne sais jamais demander des sous. Alors on m'a dit, tu dis une seule chose, le site de Karuna, et paraît-il, vous faites clic, 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 et vous pouvez faire un don. Donc allez-y, vous allez voir, c'est très facile, paraît-il. Bon voilà, merci beaucoup de votre attention. Merci.